Vous m'entendez là? Oui, je pense que oui. Allez, on va démarrer donc la session de cet après-midi. On vous remercie déjà à toutes et pour certains hommes, à certains hommes d'être là. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée dédiée aux femmes ayant un cancer du sein. Le vendredi est plutôt une journée dédiée aux femmes ayant un cancer du sein métastatique. J'espère que vous avez tiré profit pour celles qui ont pu assister aux ateliers là, ce matin d'activité physique et de bien-être, que ça vous a plu, inspiré. Et voilà. Et donc l'après-midi, traditionnellement, elle est plus dédiée aux conférences. Et cet après-midi, on va avoir deux thématiques. Une première thématique sur l'activité physique, la nutrition. Et puis aussi, parce que je pense que c'est important qu'interviennent à la fois des médecins, des paramédicaux et des patientes et associations. La place va être donnée aux associations qui sont là pour organiser les activités de bien-être et d'activité physique, parce que ce n'est pas forcément un acquis et que ça doit être structuré. Et on va voir des exemples avec Étincelle et la parenthèse. Et en deuxième partie, on abordera une thématique plus autour de la recherche clinique, à quoi ça sert, comment ça se passe. Et vous verrez aussi tout le monde qui gravite autour des essais cliniques. Il n'y a pas que les médecins, il y a des attachés de recherche clinique, etc. On va vous expliquer un petit peu les coulisses aussi de la recherche clinique. On commence par la première partie avec l'alimentation. Alimentation et diététique en quotidien, le vrai du faux. Et c'est le docteur Nafissa Saadoun, qui est médecin nutritionniste chez nous, qui va plancher. Après, on pourra lui poser quelques petites questions, puis on écoutera le topo sur l'activité physique, les associations, et à la fin, on fera une petite discussion d'ensemble. Plutôt que de revenir ici, c'est toi qui choisis. Je peux changer comme ça. Oui, exact. Tu le tiens bien droit. D'accord. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au comité d'organisation de m'inviter, en tout cas, à vous parler aujourd'hui pour cette journée d'Octobre Rose, de l'alimentation au quotidien, pour essayer de démêler un peu le vrai du faux dans tout ce que l'on peut entendre sur l'alimentation. Alors, il y a de fréquentes interrogations qui sont largement véhiculées par les médias, la presse, les réseaux sociaux. Et dans tout ça, c'est pas forcément évident de faire la part entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui peut être délétère aussi et dangereux pour la pratique. Dans les questions qui nous reviennent souvent, c'est la perte de poids. Finalement, comme j'étais un peu en surpoids, c'est pas si grave si je perds un peu de poids au cours de mon cancer. Deux questions aussi qui reviennent fréquemment et souvent l'une associée à l'autre, c'est il faudrait que j'arrête de manger du sucre pour justement affamer ma tumeur. Ou alors, jeûner aide à diminuer la taille de ma tumeur. Quels sont les aliments miracles, les fameux aliments anti-cancer? Quel est l'intérêt des compléments alimentaires dans tout ça? Et puis aussi, par exemple, le soja, est-ce qu'il faut arrêter d'en manger? Donc, parmi toutes ces questions, c'est pas évident de savoir ce qu'il convient de faire ou pas. On a souvent des modifications alimentaires qui sont suggérées par l'entourage avec des comportements à adopter ou au contraire à éviter. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à ces quelques questions. Alors, on ne peut pas forcément toutes les aborder sur le temps imparti, mais au moins vous donner des adresses de sites utiles où vous pourrez trouver des informations à de nombreuses questions sur l'alimentation, la nutrition au sens large au cours du cancer. Alors, pour commencer, la perte de poids pendant le cancer. Très souvent, on entend, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans les consultations, ok, j'ai perdu du poids, j'ai toujours été en surpoids, j'ai jamais réussi à en perdre du poids. Finalement, là, je me plais comme ça et c'est pas si grave si je perds du poids. En pratique, c'est pas tant si facile que ça. Au cours du cancer, très souvent, la balance énergétique, on a un déséquilibre au niveau de cette balance énergétique. Parce que d'une part, on a une maladie qui va venir consommer de l'énergie, donc on a une augmentation des dépenses énergétiques. Et à côté de ça, d'autre part, on a les prises alimentaires qui diminuent. Alors elles diminuent pour de nombreuses raisons.
on a une diminution de l'appétit, ce qu'on appelle des syndromes anorexiques. On peut avoir une satiété précoce. On est très vite rassasié en fait, parce qu'on a des signaux qui sont envoyés un peu contradictoires. Parfois, sur des toxicités de la chimiothérapie, on va avoir des nausées, des vomissements qui évidemment diminuent en tout cas les prises alimentaires. Parfois, on a mal, et puis quand on a mal, on mange moins également. Et donc, dans tout ça, le risque, c'est de perdre du poids. Et quand cette perte de poids est un peu trop importante, on arrive au stade de dénutrition. La dénutrition, c'est quand on perd 5% de son poids en un mois, en fait. Alors 5%, c'est rapide. Hein. Pour quelqu'un qui pèse 60 kg, c'est une perte de 3 kg. Donc vous voyez, 3 kg, c'est assez rapide. Hein. Sur une chimio qu'on n'a pas trop bien tolérée, où on a eu des nausées, des vomissements, on a moins mangé, on peut rapidement passer en un mois de 60 à 57 kg. Et là, c'est déjà un stade de dénutrition, en fait. Alors, quand on perd du poids, on perd de la masse grasse, on perd du gras. Alors ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on perd du muscle, surtout. Et quand on perd du muscle, le risque, c'est de perdre la force musculaire, c'est-à-dire qu'on va moins bien se déplacer, parce qu'on perd le muscle des jambes. On a plus de difficultés à porter des objets ou faire des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, le problème, c'est que c'est un facteur pronostic négatif. Donc, on essaye d'éviter ça. Et heureusement, on a des moyens pour agir dessus. Alors, comment ? En pratique, de votre côté, c'est ce qu'on demande souvent aux patients, c'est de se peser régulièrement, en fait. Et à la moindre variation de poids, ne pas hésiter à le signaler à votre médecin traitant, à une infirmière que vous rencontrez, à votre oncologue, à un médecin, aux diététiciennes que vous rencontrez. L'importance pour nous, c'est une prise en charge très précoce, dès qu'il y a une perte des poids, et dans le parcours aussi le plus précoce possible, en fait. Auprès aussi bien du service diététique, donc on a, comme je vous l'ai dit, de manière précoce, donc même des fois avant même le début des traitements, pendant et même après, ou auprès du médecin nutritionniste. Les conseils, on les adapte en fonction des symptômes que vous présentez. Donc les conseils que vous avez peut-être déjà reçus, que vous avez déjà lus ou entendus, c'est je fractionne mon alimentation, c'est-à-dire que je vais manger en plusieurs prises, grignoter tout au long de la journée en fait, pour éviter des périodes de jeûne au cours de la journée très longues, manger toutes les 2-3 heures par exemple. Enrichir votre alimentation en matière végétale pour augmenter les apports caloriques, pour limiter la perte de poids. On parlait de muscles, qu'il faut préserver la masse musculaire, donc pour ça, il faut des apports en protéines en fait. On considère à peu près 1,5 mg/kg. Donc pour quelqu'un qui pèse 60 kg, ça fait 90 grammes de protéines. Donc c'est pas évident de savoir ce que ça représente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous faire accompagner par des diététiciennes pour vous aider justement à pouvoir vous faire représenter à quoi ça correspond. Alors l'équilibre nutritionnel, il n'est pas toujours de mise. Dans les périodes où on a des problèmes de nausées, de vomissements, où on a des syndromes anorexiques. Donc en gros, on vous demande de faire comme vous pouvez. C'est manger ce qui vous donne envie, manger ce que vous arrivez à consommer à l'instant T. Et l'équilibre théorique, au moment des traitements, parfois on le laisse un peu de côté et puis on a tout le temps d'y revenir un peu plus tard en fait. L'idée, c'est vraiment pour vous de tester des choses, d'expérimenter et de voir ce qui passe, toujours dans un objectif de limiter votre perte de poids en fait. Tout ce qui est liste négative, on ne doit pas, il ne faut pas, on essaye d'éviter parce que c'est source d'anxiété et que derrière ça, il faut nourrir le patient, la personne, mais l'alimentation, ça va bien au-delà du simple côté nutritif. Et c'est aussi le plaisir en bouche, c'est aussi un maintien de lien social avec la famille, les amis. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on essaye de préserver, surtout dans des périodes qui ne sont pas forcément évidentes. Donc trouver un peu de réconfort aussi avec la nourriture, c'est important. Parfois aussi, il est nécessaire, quand les mesures diététiques ne suffisent pas, d'avoir recours à ce qu'on appelle des supports nutritionnels. Donc ça peut passer par des compléments nutritionnels oraux, peut-être des choses que vous avez déjà eues, des petites boissons lactées ou jus de fruits qui sont enrichis, des crèmes dessert, il y a plusieurs variétés. Il y a de quoi trouver ce qui peut vous correspondre, ce que vous pouvez apprécier avec la multitude de produits qui sont à présent proposés. Et parfois, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle des nutritions artificielles. Donc, soit par l'intermédiaire d'une sonde d'alimentation, sonde gastrique, soit par l'intermédiaire de perfusion sur la chambre implantable. Là, l'objectif, c'est vraiment toujours d'essayer de poursuivre le traitement dans les meilleures conditions. Parce que si vous perdez du poids, si vous affaiblissez, parfois le traitement, on a besoin de faire des réductions de doses, en fait.
Et là, donc, pour éviter ça, pour permettre de maintenir le traitement à dose optimale, on essaie de vous stabiliser le poids de manière provisoire avec ces nutritions artificielles. Voilà. Dans les autres questions qui nous reviennent très fréquemment, que vous êtes peut-être déjà posées, c'est est-ce que je dois arrêter de manger du sucre? Parce que le sucre nourrirait la tumeur. Est-ce que jeûner peut aider à diminuer la taille de ma tumeur? Donc c'est la question du jeûne thérapeutique et du régime cétogène. Alors quand on parle de jeûne thérapeutique, c'est quand on va limiter tous les apports en macronutriments pendant quelques heures à quelques jours dans un objectif de guérison en fait. Le régime cétogène, c'est quand on va diminuer la consommation, limiter la consommation, arrêter en tout cas la consommation de glucides dans l'alimentation et garder une alimentation enrichie en lipides pour garder des apports caloriques suffisants et aussi en protéines. Alors rien qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'ai tapé sur Google jeûne et cancer, il y a 760 000 résultats. C'est des questions qui ont été largement véhiculées par de nombreux, alors par la presse, par des réseaux sociaux évidemment, par de nombreux ouvrages. Et là-dedans, pas facile de tirer, de savoir en fait si c'est un réel intérêt en fait. C'est pour ça qu'en 2017, on a ce rapport qui a été publié par le réseau NACRE. Donc NACRE, c'est le réseau national Nutrition, Alimentation, Cancer et Recherche. Donc c'est des experts pluridisciplinaires, enfin aussi des experts en nutrition, qui ont fait un peu la synthèse de toutes les études qui existaient justement sur la thématique du jeûne thérapeutique et des régimes de restriction glucidique en fait. Et ce qui en ressort, c'est que finalement, il n'y a pas de preuve chez l'homme d'un effet bénéfique pendant la maladie en fait. En tout cas, il n'y a pas d'effet thérapeutique sur la maladie. Il n'y a pas de bénéfice aussi au niveau des interactions avec les traitements anticancéreux. Mais par contre, dans la plupart des cas où il y avait des jeûnes qui étaient mis en place, il y avait toujours ce risque d'aggravation et de la dénutrition et de la perte de masse musculaire qui, là, on sait, sont des facteurs pronostiques qui, eux, sont négatifs. C'est pour ça que les recommandations de ce rapport sont, dans l'état actuel, on ne le recommande pas pendant la maladie, même en prévention des maladies, il n'est pas recommandé d'ailleurs. Si toutefois, c'est quelque chose qui vous interpelle, quelque chose sur laquelle vous posez des questions que vous souhaiteriez faire, ce qu'on vous encourage vivement, c'est vraiment d'en parler avec votre oncologue, votre médecin, une diététicienne ou autre, pour que vous soyez au mieux accompagné et pas faire ça un peu en électron libre avec des conséquences qui peuvent être négatives en fait. Mais dans tous les cas, c'est qu'on ne le recommande pas, mais l'idée c'est qu'il y ait toujours un dialogue, une relation de confiance pour qu'on vous accompagne au mieux. Alors si ça vous intéresse, si vous tapez sur Google jeûne et NACRE, vous allez tomber sur cette page et puis il y a un petit onglet où vous pouvez le télécharger. C'est un petit triptyque, c'est rapide et facile aussi à lire. Et là, vous avez des informations scientifiquement validées en fait, en tout cas. Une autre question qui nous est fréquemment posée, c'est la question des aliments anti-cancer avec l'expression des aliments miracles en fait. Alors ça peut être on entend souvent parler de curcuma, de gingembre, d'ail, de thé vert également. Et de savoir, l'idée c'est est-ce que ces aliments, la question c'est de savoir si est-ce que la consommation d'un de ces aliments peut aider à guérir du cancer en fait. La plupart du temps, ces allégations, elles proviennent du fait que il y a eu des choses qui auraient été montrées sur des modèles d'animaux ou alors sur des cultures de cellules, sauf que c'est pas forcément extrapolable à l'homme en fait. Ou en tout cas, ce serait sur des concentrations trop élevées qu'une alimentation ne permettrait pas d'obtenir. Donc la réponse est non. Il n'y a pas d'aliment seul en soi qui est considéré comme un aliment anti-cancer en fait. Par contre, on estime que équilibrer les consommations en privilégiant des aliments qui protègent et réduire ceux justement qui contribueraient à l'apparition d'un cancer, ça c'est le comportement à essayer d'adopter. Donc dans un rapport qui a été publié en 2019, qui est assez récent, les recommandations nutritionnelles pour la prévention des cancers, mais également à suivre après le diagnostic. Donc dans les grandes lignes, c'est limiter la consommation de viande rouge. On recommande moins de 500 grammes par semaine. En général, ça fait 2 fois par semaine. Et de charcuterie, 150 grammes par semaine.
On recommande la limitation de la consommation d'alcool, de tout ce qui est alimentation ultra transformée, de boissons sucrées également, et de privilégier une alimentation riche en céréales complètes, en fibres, en légumineuses. Et on en reparlera très rapidement à la fin de cette présentation d'activité physique adaptée, pratiquer une activité physique adaptée. J'enchaîne sur la partie des compléments alimentaires. Donc, de manière générale, on ne les recommande pas systématiques, en fait. On va préférer une alimentation équilibrée qui peut vous apporter la plupart des choses que les compléments apporteraient. Il ne faut pas les banaliser parce que des effets indésirables sont possibles. Il y a des risques d'interaction médicamenteuse et pour ceux enrichis en vitamines, il y a également des risques de surdosage. Pour certaines vitamines, un taux trop élevé en certaines vitamines peut être toxique, en fait, en tout cas délétère. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas sauter aux médicamentés, toujours en parler aussi à votre oncologue pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction avec votre traitement spécifique, avec votre médecin traitant ou le pharmacien, en fait, au préalable. Je vous donnerai juste quelques exemples. Pour le thé vert, à qui on prête aussi des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, lorsqu'il est sous forme de complément alimentaire, à des doses très importantes, alors c'est plus de 800 mg par jour, il y a des risques de toxicité pour le foie. Alors on peut le banaliser, c'est une plante, mais en fait ça peut être toxique. C'est la même chose pour le curcuma en fait. Les compléments alimentaires à base de curcumine, donc là, ne sont pas recommandés et même peuvent avoir des effets secondaires, type digestif, des anémies ou des problèmes de foie, et aussi des possibles interactions avec votre traitement spécifique, voire pour certains, pour ceux qui ont des traitements anticoagulants. Le soja, c'est quelque chose qui nous revient aussi fréquemment comme question sur des craintes de consommer du soja au cours de son cancer. Voilà, l'idée c'est de voir un peu ce qu'il en est. Donc vous avez ce dépliant qui est aussi accessible sur le réseau NACRE et qui explique de façon très simplifiée et pareil, scientifiquement validée sur ce que l'on peut savoir des effets du soja dans le cas du cancer du sein. Alors, le soja, c'est une source de protéines végétales qui est très intéressante. La problématique, si on peut parler de problématique, le débat peut venir du fait que c'est une source de phytoœstrogènes, en fait, d'isoflavones. Et donc, dans les cancers hormonodépendants, comme dans le cancer, par exemple, du sein, la question, c'est de savoir si on peut en consommer, est-ce qu'il y a des risques, finalement, d'en consommer. Alors, pendant les traitements, ce que conclut ce rapport, c'est que dans le cas d'une alimentation, c'est autorisé, mais avec modération. Modération, on estime que c'est 2 produits par semaine. L'ANSES recommande 1 mg par kilo par jour maximum d'isoflavones, en fait. Donc, on estime que 2 produits par semaine à base de soja, c'est une consommation raisonnable. Par contre, sous forme de complément alimentaire, on n'a pas d'études sur les bénéfices et au contraire, en plus, des études suggèrent des interactions délétères avec le traitement. Donc, ceux-là ne sont pas recommandés. Les compléments alimentaires à base de soja, on ne les recommande pas. Mais dans ce cas d'une alimentation sans excès, il est autorisé. Je ferai juste une petite aparté sur 2 produits. Donc, dans la sauce soja, il n'y a aucune problématique, en fait. Elle peut être consommée sans aucune limite. Enfin, voilà, il n'y a pas de soja. Et par contre, les pousses de soja ne contiennent pas de soja. En fait, c'est un abus un peu de langage. C'est des haricots mungo, mais donc, il n'y a pas de crainte vis-à-vis de ce produit, en tout cas. Je terminerai très rapidement sur l'activité physique adaptée parce que quand on parle de nutrition, pour nous, c'est vraiment la partie complémentaire, c'est l'activité physique adaptée. Donc, faire de l'activité physique adaptée, c'est pas forcément faire du sport, en fait. Ça va concerner tous les mouvements du quotidien. Donc, ça va être les déplacements, les activités, les tâches domestiques, les activités professionnelles, les loisirs également. Les intérêts sont multiples. Alors, évidemment, en termes de composition corporelle, ça va permettre de stabiliser à minima, voire de reprendre la masse musculaire, en fait, et d'un reconditionnement à l'effort. Mais sur le plan symptomatique, c'est aussi intéressant. L'activité physique adaptée, c'est la meilleure thérapeutique non médicamenteuse qui est efficace sur la fatigue. Ça peut la diminuer jusqu'à 30% en fait dans certaines études. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on encourage à faire en fait. Sur les douleurs, ça a une efficacité. Et sur l'état psychologique, ça peut être aussi intéressant. Bien évidemment, tout ça, ça peut influencer sur la qualité de vie, ça va contribuer à l'améliorer. Et sur la rechute ou les récidives, ça a aussi un impact, dans le cancer du sein en particulier, aussi dans d'autres, comme le cancer du côlon.
Alors, je l'aborderai très rapidement parce que vous avez une présentation après par la Camille qui vous sera faite dans le détail. Mais en pratique, pour qui? Eh ben, pour tout le monde, que ce soit les enfants, adultes, seniors, tout le monde peut le faire en l'absence de contre-indication. Il n'y a pas de problème. Ça nécessitera par contre un certificat médical de l'absence de contre-indication. À quel moment? À tout moment. Ça peut être avant de débuter les traitements, à la fin des traitements, voire même après, à distance des traitements. Et comment? Eh ben, il y a plusieurs possibilités. Soit dans le cadre d'associations, ce qui est le plus fréquent quand même, soit quand il y a des freins ou autres dans le cadre de la CAMI, le pôle sport et cancer, et puis dans des situations plus particulières avec un kinésithérapeute ou des unités d'oncoréhabilitation en fait. Voilà. Donc pour conclure, vigilance quand même sur les informations qui ne sont pas validées scientifiquement. Importance de toujours pouvoir échanger avec un professionnel de santé, quel qu'il soit, mais de pouvoir toujours échanger et avoir une relation de confiance en fait. Pour nous, ce qui est important, c'est de limiter la perte de poids, mais également limiter la perte de masse musculaire. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité de l'alimentation et de l'activité physique adaptée. Et vous pourrez retrouver de l'aide, un accompagnement en tout cas, dans les soins de support, que ce soit le service diététique, l'activité physique adaptée avec les kinésithérapeutes ou des ateliers d'éducation thérapeutique. Il y en a un proposé justement sur l'alimentation et les idées reçues, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y en a un autre sur l'alimentation et le lâcher prise, et c'est accessible tout au long de votre parcours. Et voici là quelques sites. Donc le réseau NACRE, assez intéressant. Ces documents, cette collection décryptée et comprendre, vous pourrez la trouver sur leur site. Donc là, il y a celui du soja, il y a le thé vert, il y en a un sur le sucre. Et puis, vous retrouvez plein d'infos en prévention primaire pendant le cancer et après le cancer. Le site de l'INCA aussi, Institut national du cancer. Donc, vous avez une rubrique là sur patients et proches où il y a beaucoup d'informations. Sur les soins de support également. Comprendre, prévenir et dépister, pareil, vous trouverez plein d'informations. Ils ont également publié ces petits éclairages, justement, l'info derrière l'intox, justement sur ces questions idées reçues, fake news et compagnie. Et ça, c'est pour les sites français. Et puis sinon, vous avez aussi évidemment des sites américains ou autres où vous pourrez trouver toutes ces informations. Voilà, je vous remercie. Puis j'en profite pour vous signaler que le 15 novembre, on organise dans le cadre de la semaine de la dénutrition des ateliers dans le hall de l'hôpital. Donc il y aura des ateliers diététiques sur l'enrichissement en protéines végétales, des ateliers APA et ateliers sur les nutritions entérales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nafissa, c'était très clair. Peut-être que vous avez quelques questions à lui poser avant qu'on voit comment se déroule une activité physique adaptée ou pas. Oh, ne me dites pas qu'il n'y a pas de questions. Ah. Merci. Il est très difficile quand on n'habite pas près de l'oncopole ou près d'un centre-ville d'avoir accès à une association qui propose de l'APA. C'est mon cas et je voudrais savoir vers où je peux me tourner pour avoir quelqu'un qui puisse m'aider à faire autre chose que mes 10 marches, 10 minutes de marche quotidienne. Alors, je vous répondrai peut-être que Lise apportera plus de réponses parce que sa présentation porte spécifiquement sur l'activité physique adaptée. Après, en général, les CCAS via les CCAS en général de votre commune, ils peuvent aussi vous orienter vers des fois des petites associations locales. Voilà. Après, avec les kinésithérapeutes aussi. Vous pouvez travailler, en tout cas, des reprises de la marche, des troubles de l'équilibre ou des choses, du renforcement musculaire. Donc, ça peut être des pistes. Et puis, Lise apportera peut-être des précisions, je pense. Voilà. D'autres questions? Il y en a une là-haut. Bonjour. Bonjour. Dans le cas d'utilisation d'huiles essentielles, il y en a beaucoup qui sont composées d'œstradiol, qui sont déconseillés dans le cas de cancer du sein hormonodépendant. Est-ce qu'on a du recul par rapport à ça?
Alors l'huile essentielle, sous quelle forme? Tout dépend aussi des modalités d'utilisation. Est-ce que c'est en inhalation? Est-ce que c'est en application locale? Est-ce que c'est en consommation orale? Ouais, en consommation orale. Donc là, quand c'est comme ça, nous, on se réfère souvent avec le service de pharmacie de l'établissement. Et de manière très spécifique par rapport au traitement et la pathologie que vous avez, on leur demande s'il y a un risque pour éliminer le moindre doute, en fait. Okay. Donc, on a un mail. Pharmacie.villehôpital. Pharmacie.villehôpital, voilà. Et vous avez un pharmacien qui vous répondra de manière très spécifique par rapport à votre situation et aux produits dont vous faites référence. C'est aussi une question de quantité. C'est pas la même chose si on le prend 2 jours que si on le prend en fait, durée. Je pensais... souvent, en l'hiver, on prend du titri et effectivement, le titri, il contient de l'ostradiol. Donc, est-ce que... Ça dépend si on prend 2 ou 3 jours parce qu'on a un aft ou si on le prend 2-3 mois d'affilée en continu. Là, l'impact peut être différent. Il y a aussi tout ça à évaluer. Hein. Merci. Merci. J'ai oublié de vous demander, lorsqu'on est en infection urinaire permanente et par conséquent antibio, on a un petit peu l'estomac et le ventre en vrac. Donc, en plus des écœurements qu'on peut avoir pour les aliments, je pense que c'est quelque chose de communément partagé. On m'a déconseillé de prendre aidez-moi, ce qui se va en pharmacie pour aider pour la flore. Oui. Des probiotiques? Voilà, on m'a dit de ne pas en prendre surtout. Alors, j'ai cru comprendre que ça se pouvait porter tort au porte-à-4. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Bon, moi, je ne le signale même plus que j'ai des infections urinaires pour ne plus avoir d'antibio. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est complètement écœuré, qu'on a l'estomac et les intestins en vrac? Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a les antibiotiques qui peuvent modifier un peu tout ce qui est flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Les traitements aussi que vous pouvez avoir tout au long également. Voilà, la chimiothérapie et même d'autres traitements habituels, standards, modifient tout ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est comportement alimentaire en disant je ne mange plus de fibres, je ne mange plus de céréales, parce qu'au contraire, de manière très ponctuelle, on peut les éliminer, mais sur la durée, c'est des choses qui sont importantes pour la santé intestinale. Et puis une bonne santé intestinale, c'est important pour une bonne santé immunitaire de manière plus large et autre, en fait. Maintenant, tout ce qui est probiotique, prébiotique, je pense que c'est plus... Alors, c'est vrai que par rapport à la chambre implantable, on craint toujours des risques infectieux. Donc après, des fois, c'est une question de sous quelle forme se présentent ces compléments de probiotiques, en fait. Des gélules? D'accord. D'accord. C'est votre oncologue qui vous a... Déjà, la pharmacienne, elle m'a dit... Pardon. La pharmacienne, elle m'a dit, écoute, je te les donne, mais à mon avis, tu n'y as pas droit. Et j'ai posé la question à l'oncologue qui m'a expliqué pourquoi. À cause de la chambre implantable. Oui, alors c'est vrai qu'on craint toujours, on a cette crainte d'infecter la chambre implantable, surtout qu'elle est essentielle pour poursuivre évidemment le traitement. Maintenant, les souches bactériennes, on peut les retrouver dans certains produits, des fois laitiers, où vous avez des sources. Alors c'est pas aussi riche que des probiotiques, mais si vous prenez par exemple certains yaourts bifidus ou des choses comme ça, mais c'est pas aussi fort que des compléments à base de probiotiques. Mais le probiotique vient nourrir les bactéries. Enfin, le probiotique, ce sont des bactéries. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir apporter l'alimentation qui nourrit ces bactéries. Et ça, c'est votre alimentation. Donc, c'est des fibres, c'est des céréales complètes, c'est des légumineuses, des choses comme ça. Donc, l'interdire strict, peut-être au cas par cas, je pense, plutôt que d'interdire strictement. Et après, c'est surtout l'alimentation qui peut apporter des choses utiles à vos bactéries déjà présentes, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. Peut-être une dernière question, puis après on fait intervenir Lise, qui fait bien le lien. Il y a une internaute qui demande, elle dit qu'elle aime beaucoup le fromage au lait cru, en temps normal, et elle demande si elle peut le continuer tout au long de son traitement du cancer du sein. Je pense qu'elle a peur des neutropénies, des démissions des globules blancs et du lait cru. D'accord. Je pense que c'est ça sa question. Alors, nous, on a...
Nous, on n'a pas d'interdit. Enfin, vraiment, l'idée, c'est, hormis certains aliments spécifiques, avec certains traitements spécifiques interdits, parce que d'ailleurs, ça risque d'augmenter la toxicité des traitements, on n'a pas d'interdit alimentaire strict, en fait. Donc, si ça peut faire, dans le cas d'une alimentation équilibrée, si ça, et en plus, si ça procure du plaisir, ben, oui. Enfin, voilà. Oui, bon, moi, je pose la question concernant du citron, parce que le plus souvent, les gens atteints du cancer, on leur conseille de consommer beaucoup de citron. Je ne sais pas si c'est vraiment bien conseillé par rapport à l'étude que vous faites concernant l'alimentation des gens atteints du cancer. Alors, on vous a conseillé du citron, c'est ça? Oui, bon, ça revient toujours sur des réseaux sociaux et tout. Bon, j'aimerais savoir si c'est vraiment conseillé, normalement. Vraiment très conseillé. C'est pareil, ce ne sera pas l'aliment. Enfin, je ne sais pas dans quel but ça a été conseillé. Vous pouvez en consommer en tout cas, ce n'est pas interdit. Après, sans excès aussi, parce que l'acidité du citron, ça peut avoir d'autres désagréments au niveau buccal. En plus, s'il y a par exemple des petites lésions de la bouche liées au traitement, au niveau gastrique, ça peut être embêtant aussi. Donc, en quantité raisonnable, et si vous le tolérez bien, pourquoi pas. Maintenant, pareil, je pense sans excès, à consommer sans excès en fait. Parfois, les patients te disent on m'a conseillé de boire du jus de citron pour détoxifier le foie. J'entends beaucoup ça. Détoxifier, mais c'est des idées reçues, c'est pas. Oui. C'est pas puis, vrai. Voilà, enfin. Oui, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Mais Ça, c'est après, des idées reçues. On n'a jamais rien prouvé à ce En quantité importante, ça peut avoir des effets au niveau de la muqueuse buccale, l'émail dentaire. Ouais. Donc, je pense que voilà, en quantité raisonnable, équilibrée, peut-être comme auparavant, mais sans plus. Allez, on voit comment se passe une séance d'activité physique adaptée, Lise. Bonjour à tous. Du coup, je suis Catalan Lise, enseignante en activité physique adaptée pour l'association Camille Sport et Cancer. Je vais faire sur l'ordinateur pour vous présenter très rapidement l'association. C'est une association en fait qui est née d'une rencontre entre le docteur Thierry Bouillet, oncologue sur Paris, et Jean-Marc Descotes, un ancien sportif de haut niveau en karaté. Très rapidement, c'est une association qui a 23 ans, 24 ans d'expérience et d'expertise et qui est présente dans une trentaine de départements en France. L'objectif de l'association, en fait, c'est surtout d'accompagner des patients, peu importe le type de cancer et à n'importe quel moment, comme tu as dit, Nafissa, du parcours de soins, que ce soit en début de traitement, pendant les traitements, fin de traitement ou même en période de rémission, avec différents programmes, du coup, des programmes à l'hôpital, comme par exemple sur l'Oncopole, des programmes en ville, du tout public, pour des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie ou des patients qui ont déjà pratiqué les séances et qui veulent continuer en fait avec la méthode, et des programmes à distance pour les personnes qui sont éloignées géographiquement et qui n'ont pas forcément accès à des séances d'activité physique adaptées. Comment ça fonctionne? En fait, on a un protocole d'accompagnement. Nous, on intervient sur prescription médicale. Ça veut dire qu'il nous faut en fait l'accord soit du médecin traitant, de l'oncologue, du radiothérapeute, du chirurgien, peu importe le professionnel de santé. C'est bon pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication sur le moment. Parfois, la contre-indication elle peut être temporaire et c'est juste sur un certain temps. Et on réalise ensuite du coup un bilan médical d'1 heure avec des tests physiques. Là, l'objectif, c'est de connaître un petit peu l'histoire de la maladie, les effets secondaires, les différentes interventions qu'il y a pu y avoir, et d'établir du coup avec le patient les objectifs pour les séances et d'évaluer les capacités et les envies des personnes. Le programme, il est ensuite sur 3 mois, renouvelable 2 fois, donc 6 mois, 9 mois au maximum, avec 2 séances d'1 heure par semaine en collectif. Les séances, elles, ça s'apparente en fait à du renforcement musculaire. Est-ce que oui, ça fonctionne? Non. Vous m'entendez? Non. Si, celui-là. Ah si, c'est bon. Merci. Je disais, les séances, du coup, en fait, elles sont construites sur une méthode qui est le médiété. C'est une pratique physique qui est basée sur l'étude du mouvement et qui vise, en fait, à reconstruire un petit peu la mobilité, à mobiliser les muscles en profondeur. C'est surtout un mélange de différentes pratiques, de gym postural, de yoga, de pilates.
Et on réalise ensuite une consultation de suivi, du coup, tous les 3 mois, où on refait passer les tests physiques pour évaluer un petit peu la progression et orienter, en fait, si besoin, à la fin du programme, les personnes vers une autre activité physique, puisque l'objectif, c'est vraiment, en fait, de maintenir après sur la durée une activité avec une autre association dans la pratique d'avant. Au niveau des bénéfices de l'activité physique adaptée, en fait, elle va permettre, selon ses modalités de pratique, c'est-à-dire la durée de la séance, l'intensité de pratique et la fréquence, la régularité, permettre d'augmenter les chances de rémission, de lutter contre les effets indésirables des traitements et d'améliorer la qualité de vie et le bien-être. Plus précisément, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout à intervenir sur les effets secondaires des traitements, comme la perte de masse musculaire, la prise de poids pour certains traitements ou la perte de poids pour d'autres, le déconditionnement physique, mais aussi du coup la fatigue et les douleurs. La fatigue, Nafissa l'a dit, en fait c'est le symptôme le plus fréquent en oncologie. L'activité physique, c'est le seul traitement non médicamenteux qui est validé et reconnu contre la fatigue. Globalement, l'activité physique, elle va surtout améliorer les capacités physiques, la force musculaire, l'endurance, l'équilibre, la souplesse. Elle va avoir un impact sur la qualité de vie en général, le bien-être, le plaisir, le sommeil, favoriser aussi l'autonomie. Et elle va, en fait, c'est un temps pour soi qui permet de se réapproprier un petit peu son corps, avoir une meilleure image corporelle et recroire en nouveau, en fait, en ses capacités physiques. Et c'est une pratique qui va favoriser le lien social puisque souvent c'est en collectif. Donc ça permet de partager un moment avec des personnes et de s'inscrire dans une dynamique de projet, dans un rythme au quotidien. Scientifiquement, très rapidement, qu'est-ce qui se passe ? L'activité physique, elle va avoir un impact sur le risque de récidive de par son action en fait, sur certains mécanismes biologiques. Elle va agir sur 3 éléments, certaines hormones, l'inflammation et l'immunité. Au niveau hormonal, elle va surtout permettre de diminuer le taux d'oestrogène, qui est un facteur de risque du cancer du sein. Au niveau des facteurs de croissance tumorale, elle va agir sur la résistance à l'insuline. L'insuline, en fait, c'est ce qui permet aux cellules de fixer le glucose. L'activité physique, c'est une consommation de sucre et de glucose, et ce qui permet de diminuer, du coup, cette multiplication des cellules. Et elle va ensuite agir sur les phénomènes inflammatoires, en diminuant souvent la masse graisseuse. Du coup, on parlait tout à l'heure de l'équilibre masse musculaire, masse graisseuse. Et va permettre de diminuer la leptine et la diponectine qui est anti-apoptotique et qui va favoriser en fait la mort des cellules. Du coup, et globalement, ça va surtout en fait stimuler nos défenses immunitaires. Au niveau des recommandations de pratique, aujourd'hui, il est conseillé de pratiquer entre 2h30 à 5h d'activité physique modérée, ça c'est l'intensité par semaine, ou 1h15 à 2h30 d'activité physique intense dans la semaine. L'objectif, c'est surtout de varier les pratiques, de combiner des temps de séance, de renforcement musculaire avec des séances un peu plus d'étirement et des séances un peu plus d'endurance aussi. Ce qui est important, c'est que l'activité physique elle va avoir un impact sur le risque de récidive à partir de 5 à 6 mètres. Ça, c'est en fait l'unité de mesure de l'intensité de la pratique physique par rapport en fait à la dépense énergétique au repos. Et pour vous donner du coup une idée de à quoi ça correspond, là, c'est un tableau qui explique quelles sont les activités modérées, quelles sont les activités physiques plutôt d'intensité élevée, avec les types d'activités et comment les identifier. Donc 5 à 6 mètres, du coup, ça correspond plutôt à une activité modérée, voire élevée. Modérée, c'est une activité que vous pouvez maintenir à peu près 1 heure, où l'essoufflement n'est pas trop important, la conversation elle reste possible. Et ça s'apparente souvent à de la marche, à du sport loisir, à du tennis en double, à de la natation, à ce type de pratique. L'intensité, par contre, élevée, cette fois-ci, c'est une pratique qu'on ne peut pas maintenir plus de 30 minutes. L'essoufflement, il est beaucoup plus important, la transpiration plus excessive aussi. Et aussi, en fait, par rapport aussi à la difficulté, pénibilité, 7-8, du coup, ça peut donner une idée. Là, c'est plutôt de la course, du vélo à un certain rythme, des montées d'escalier beaucoup plus rapides, du renforcement, ce type de pratique. L'enjeu principal, c'est surtout en fait de lutter contre la sédentarité. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est défini en fait comme un temps prolongé en position assise ou en position allongée. C'est lorsque les mouvements en fait ils sont vraiment réduits au minimum et la dépense énergétique elle est proche du repos. Là, l'objectif, c'est surtout en fait quand vous savez que vous allez passer un temps prolongé en position assise, prendre 5 minutes pour remettre du mouvement, que ce soit pour marcher, réveiller les articulations, vous étirer. Pareil dans le quotidien, c'est sur ça qu'on peut jouer. Prendre ce temps en fait quand vous pouvez faire des courses à pied, privilégier ce moment. Pareil quand vous démontez les escaliers, prendre les escaliers plutôt que les escalators. C'est sur ça qu'on va pouvoir jouer.
La sédentarité a différencié de l'inactivité. Parfois, on entend parler aussi, il y a une différence entre sédentarité et inactivité. L'inactivité, c'est le non-respect des recommandations de pratique. C'est quand on ne fait pas suffisamment d'activité physique dans la semaine. Et donc, en fait, il y a des personnes qui peuvent être sédentaires, inactives. Il y a aussi des personnes qui peuvent être sédentaires et actives. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans des bureaux, qui passe 7 heures en position assise, mais par contre, qui va faire 1 heure d'activité physique après le travail, ça, 1 fois tous les 2 jours. Il respecte les recommandations de pratique, mais par contre, il est sédentaire parce que son activité professionnelle fait qu'il est sédentaire. Pourquoi c'est important ? Parce que la sédentarité, elle est associée à certains marqueurs de risque de certains cancers. Et donc, il faut essayer vraiment de prendre ces temps au quotidien, de trouver des temps pour gagner au niveau de l'activité physique. Où est-ce que vous pouvez trouver du coup un programme d'APA ? Donc la question était venue tout à l'heure, que ce soit sur Toulouse ou dans les autres départements, s'orienter vers les associations. Alors là, je prends l'exemple de Toulouse. Actuellement, il y a la Camille, les Rubies, les Dragons Ladies, l'Escalade, enfin les différents stands que vous avez pu voir, Étincelle aussi. Pour les autres départements où il n'y a pas vraiment d'association, les ligues contre le cancer, souvent les ligues proposent différents types d'activités physiques et d'autres prises en charge aussi par d'autres professionnels. Les maisons sport santé, où là c'est plutôt une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Ça développe de plus en plus les maisons sport santé. Les mairies de quartier, qui proposent aussi souvent plusieurs types d'activités physiques. Les fédérations et les clubs. On en parlait tout à l'heure, en fait, suivant aussi le moment dans le parcours de soins, parfois la prise en charge va être plutôt individuelle, donc orientation vers une prise en charge kiné ou vers un enseignant à part en libéral. Parfois on peut intervenir aussi en individuel. Et les programmes visio, là c'est vraiment en dernier recours. Voilà, pour ceux du coup qui n'ont pas du tout accès dans leur département à des clubs, à des associations, ça peut être une solution. Souvent, en fait, c'est un accompagnement à distance d'exercices de renforcement musculaire, de mobilité. Ça ne remplace pas le présentiel, mais ça peut être aussi une solution pour ceux qui ont une activité professionnelle ou dans le quotidien, qui n'ont pas le temps de mettre beaucoup d'activités physiques, de faire du coup des temps visio et des séances à distance. Je parlais tout à l'heure de la prescription. Prescription, ça ne veut pas dire qu'il y a remboursement actuellement. Il y a des séances qui proposent gratuitement les séances et d'autres associations ou d'autres clubs, fédérations qui demandent une certaine tarification. Là, l'objectif, c'est de voir avec vos mutuelles. Il y a certaines mutuelles en fait, qui proposent un remboursement d'une partie d'un programme sport santé ou sport adapté, souvent c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et il y a aussi le parcours de soins après cancer. On entend un peu plus parler, qui lui est sur prescription et qui donne accès en fait, à un budget à répartir sur une prise en charge diététique, psychologique ou activité physique adaptée. L'objectif, en fait, dans les années à venir, c'est surtout de chercher ce remboursement pour pouvoir se mettre dans les différents départements. Et là où il n'y a actuellement pas de programme d'activité physique adaptée, c'est pour ça qu'il y a des études en cours, des articles 51, le projet PRME, l'étude Progrès sur Toulouse. C'est vraiment l'objectif dans les différentes années. Et je termine juste sur ces quelques mots. Pour adhérer à un programme, il faut trouver une source de motivation. Donc, que ce soit le plaisir, le bien-être de pratiquer, favoriser le lien social, améliorer ses capacités physiques ou avoir un impact sur le risque de récidive. C'est surtout en fait de trouver une activité qui vous plaît, que vous allez pouvoir mettre en place à proximité de chez vous et que vous allez maintenir avec une régularité et à continuer dans le temps, du coup. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Quelques questions ? Oui. C'est pour les salles de sport. J'aimerais bien savoir, est-ce que ça apporte autant de bien que faire le sport dans une association ou est-ce qu'il y a des contraintes ou il ne faut pas en abuser voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Comme je disais, ça dépend en fait du moment dans le parcours de soins. Parfois, il y a des personnes qui se sentent de reprendre directement leur pratique d'avant, donc une pratique de renforcement dans une salle de sport ou une pratique de yoga, de pilates qui n'est pas adaptée. Là, en fait, c'est à voir. Parfois, il y a besoin du coup d'une prise en charge un peu plus adaptée pour certains objectifs thérapeutiques qu'on ne va pas pouvoir trop travailler seul. Et il y a des personnes qui arrivent totalement en fait, à reprendre leur activité d'avant. C'est plus à voir suivant les effets secondaires, suivant aussi les attentes qu'on a par rapport aux séances. En fait, vous pouvez totalement reprendre les séances en salle en adaptant les exercices. Et c'est pour ça que quand on ne sait pas quel mouvement on peut faire, c'est bien de s'orienter sur un moment. En fait, comme on disait, la plupart des programmes, c'est sur une durée limitée, donc 3 mois, pour avoir une idée un petit peu des points de vigilance. Mais il n'y a pas vraiment de contre-indication. À part pour, du coup, en fait, les charges.
le poids des charges, il faut quand même respecter un certain temps entre l'intervention chirurgicale et le poids du coup de certaines charges. Bonjour, merci. Donc en fait, moi j'ai déjà fait au Pôle Camille, j'ai été à 3 séances. Ça s'est vite arrêté. Je vous explique pourquoi, mais c'est vrai que j'ai une toxicité à l'effort. Donc je fais... c'est récurrent chez moi. Non, je fais une éruption cutanée très sévère dès l'instant où je fais un effort intense. Alors, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, 10 minutes. Et voilà. Et depuis mes traitements, j'ai ça. Donc, quelle est la solution? Fractionner les efforts ou Vous savez si c'est lié à une transpiration excessive ou Alors, ça peut être soit à la transpiration, soit à l'effort, soit à la chaleur. Voilà. Il y a trois événements qui me font des éruptions cutanées. Alors c'est assez fugace, mais ça dure quand même une demi-heure pour passer. Et puis je ressemble à un rouge pivoine, voilà. Du coup, j'allais dire peut-être effectivement si trouver la cause, si c'est au niveau de la transpiration, voir si on peut pas trouver une solution ou adapter le lieu de pratique. Si jamais il fait trop chaud en fait dans la salle de séance, adapter le lieu de pratique. Et comme vous avez dit, fractionner peut-être les séances et adapter en fait l'intensité. On a vu il y a différentes intensités de pratique. Ça peut être du coup de votre côté si une intensité élevée ça vous fait cette réaction, plutôt privilégier des intensités modérées voire faibles comme de la marche ce type et fractionner en fait sur la semaine les temps de séance. Peut-être faire oui aussi oui. Nafissa suggérait dans l'eau. Dans l'eau aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, l'avantage de la natation, c'est que le corps, il est porté par l'eau. Donc souvent, pour tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire, c'est vraiment aidant. Puis même pour le renforcement, bon, sur Toulouse, on n'est pas trop développé en balnéothérapie, mais effectivement, c'est une solution aussi. Oui. Oui, non, c'était... si je fais après, ça rejoint un peu, ça a un peu répondu. C'est parce que moi, j'aime le sport. Mais c'est que j'avais l'impression que ça accentuait ma maladie, en fait, parce que ça me déclenchait des douleurs. Oui. Mais sauf que j'aime le sport, j'ai envie enfin, je le repratique là, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça me refaisait mal au dos, enfin ça m'accentuait des douleurs et ça m'embête quoi, parce que je sais pas quoi faire en fait, parce que j'en ai envie, mais en même temps j'ai l'impression que mon corps est, enfin c'est à identifier effectivement les pratiques, ça revient au fait d'être adapté. Ouais, c'est pour ça je pense que l'eau, voir je pense que c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Voir les pratiques qui sont plus adaptées, il y en a qui sont plus adaptées pour les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, d'autres pour l'essoufflement. Après, je vous encourage, vous avez dû entendre parler de l'éducation thérapeutique. Il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier sur bouger au quotidien où on voit vraiment en fait les différents effets secondaires, les types de pratiques, et voir en fait si l'intensité que vous faisiez était adaptée aussi, du coup, à voir et choisir une activité du coup qui est adaptée en fait à votre demande et aux effets secondaires. Parce que là, Camille, là, c'est quoi c'est qui comme professionnel en fait? C'est des médecins moi, je suis professionnelle de la Camille, donc on est enseignant APA, activité physique adaptée. En fait, on a une formation du coup sur les différentes pathologies et comment adapter l'activité physique par rapport aux effets secondaires, aux traitements, aux interventions chirurgicales. D'accord. Oui, vous avez tous les stands, il y avait Étincelle, les Rubies, les stands des différentes associations qui sont adaptées à la cancérologie du coup. Bien, voilà, moi je voudrais réagir à ce que vient de dire Madame. Et moi, c'est tout à fait l'inverse. J'étais pleine de douleurs après mes traitements, de neuropathie, de douleurs musculaires, bien que pendant tout mon parcours, même chimio, j'ai maintenu une activité physique adaptée. Mais en après-traitement, je pense que ça a été vraiment salvateur, c'était bouger. Il n'y avait que quand j'étais échauffée que je n'avais pas mal. Donc, j'ai multiplié les mouvements, mais ça peut être du yoga très doux, ça peut être des étirements. Et, écoutez, pour celles qui sont dans les parcours, là, je pense que bouger, c'est la solution en complément de la nutrition avec des apports de tout ce qu'on peut faire. Et le corps guérit. En fait, l'inflammation s'en va et on se renforce et on récupère. Et on va de mieux en mieux. Et peut-être un petit message d'espoir, c'est que après la maladie, le goût de l'effort peut se développer et on peut arriver à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, comme par exemple en randonnée, progressivement, faire des dénivelés de plus en plus importants, etc. Mais ça commence, et ça a commencé pour moi, en pratique adaptée, 2 à 3 fois semaine, avec un groupe de soutien. Et je tiens à le dire aussi, c'est
pas que le sport, c'est aussi les fréquentations des gens qui vous encouragent, tout ce qui est social, et vous l'avez très bien dit dans votre présentation, c'est mais hyper important, parce qu'on a besoin de se sentir vivant après de passer par cette épreuve de la maladie. Et ça passe par le mouvement en équipe avec des gens qui encouragent. Et je vous remercie pour ce que vous faites, et il faut continuer. Merci à vous pour votre retour. Merci, madame. Juste répondre, si c'est possible, juste avant, très rapidement. Comme vous dites, c'est très important aussi pour l'après-cancer. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui viennent sur le stand et qui disent « ça fait 2-3 ans que j'ai la maladie, donc est-ce que je suis légitime à venir sur les séances ?» En fait, on a parlé du moment qu'il y a un objectif thérapeutique, il n'y a pas de souci en fait pour entrer dans un programme d'activité physique adaptée. Et parfois, la source de motivation, vous l'avez dit, on la trouve en fait en pratiquant. Du coup, on a des raisons supplémentaires de continuer et de pratiquer, même si on ne faisait pas avant de séance. On retrouve des sources de motivation et le plaisir de pratiquer ou une autre intervention, du coup. Excusez-moi. Pour ce qui est de la piscine, de la natation, piscine publique, ça pose problème ou non? Non. Là, pour la natation, nous, les contre-indications qu'on va avoir, c'est surtout en fait si l'intervention chirurgicale elle est assez récente, le risque infectieux qu'il peut y avoir. Je sais que certaines personnes ont eu aussi quelques retours avec la radiothérapie. Nous, on n'en a pas tant entendu parler que ça. Je croyais qu'il y avait question. Donc en fait, par rapport à la natation, c'est plutôt suivant le moment de l'intervention, respecter quand même le temps de cicatrisation par rapport à l'eau quand même. Et après, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux personnes qui ont un cancer du sein métastatique, puisqu'effectivement, vous avez expliqué plutôt sur le cancer du sein localisé. Je voulais savoir s'il y avait des contre-indications ou comment vous adaptiez en fait vos programmes aux personnes qui ont un cancer du sein métastatique et notamment qui ont des métastases aux os, par exemple. Dans les contre-indications, du coup, effectivement, c'est vrai. Comme je disais, il y a des contre-indications qui sont temporaires. Ça, par exemple, une anémie sévère sur un mouvement. Et par rapport en fait aux atteintes osseuses, comme vous disiez, là, nous, c'est le rôle du bilan médical, c'est de savoir justement un petit peu les points de vigilance pour pouvoir adapter les exercices. Si on sait qu'il y a une fragilité osseuse au niveau du fémur, on va adapter les mouvements et voir en fait s'il y a une ostéoporose sévère. En fait, nous, on a vraiment besoin de ce bilan médical pour adapter les séances, du coup. C'est comme ça qu'on adapte les mouvements sur les séances et les exercices. Et en fait, l'ostéoporose sévère, mais à certains stades, vu que nous, c'est du collectif, ça fait partie des contre-indications parce qu'on ne peut pas faire de la prise en charge individuelle. Elle est individuelle sur du collectif. Mais à des moments, du coup, c'est plutôt une orientation vers une prise en charge individuelle si vraiment il y a de grosses atteintes et de grosses fragilités avec soit un kiné, soit un professionnel en libéral ou en individuel, du coup. On va peut-être passer la parole aux associations. Donc Étincelle et La Parenthèse, qui vont nous expliquer comment on peut s'organiser pour pratiquer des activités de bien-être, d'activités physiques, et comment on peut s'organiser avec elles, voir avec elles comment mieux vivre sa maladie. Je crois que c'est Ludivine de l'association Étincelle. Ouais, c'est ça. On va commencer par vous. Puis après, on passera la parole à Claire Chauffour pour La Parenthèse. Ouais, Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous présenter l'association Étincelle et également de vous présenter Canto qui va pouvoir témoigner de son expérience, de comment l'association a pu contribuer à l'accompagner dans son parcours. Donc je suis Ludivine, je coordonne la maison Étincelle de Toulouse. On va vous en dire bien sûr plein de détails et d'illustrations avec des photos. Et Canto? Alors, moi, c'est Canto. J'ai 35 ans. Je suis maman de 3 beaux enfants. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein de grade 4 avec des métastases très prononcées au niveau du foie et des os. Et j'ai eu la radiothérapie, la chimiothérapie. Et ça fait plus d'1 an que je suis en hormonothérapie. Et effectivement, c'est pas très drôle s'il n'y a pas des effets secondaires. Donc, j'ai eu tous les effets secondaires à chaque étape des traitements. Mais heureusement, il y avait des associations, donc je suis dans pas mal d'associations comme Jeunes et Roses, où j'ai réussi à me retrouver
en tant que jeune maman. Et il y a aussi, je suis aussi à la Ligue contre le cancer, où il y a pas mal de soins de support, à la parenthèse aussi, oui, je suis partout. Et à Étincelle, où je passe une bonne partie de mon temps, parce qu'on a une panel de soins de support qui sont top. Et effectivement, le premier accompagnement que je pense on a tous eu, c'est l'accompagnement psychologique. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé vraiment à être ce que je suis aujourd'hui, parce que je peux vous dire qu'il y a 2 ans, Darlene peut le dire, je ressemblais à rien du tout, mais je pouvais même pas être debout. J'avais du mal. Donc, on va continuer, on va illustrer ça en photo, on va échanger avec Ludivine, et puis j'espère que ça incitera les patientes, mais aussi les aidants, à venir dans les associations, parce que je peux vous dire que ça nous apporte beaucoup de bien, et ça permet aussi de mieux traverser cette maladie-là. Merci beaucoup. Donc, pour vous présenter l'association, donc déjà, quand vous entrez, vous avez un petit cocon chaleureux pour vous accueillir. On est situé dans le quartier des Chalets, donc entre le métro Marengo et le métro Jeanne d'Arc. On a la vocation de pouvoir vous accueillir sur le lundi, mardi, jeudi dans ces locaux, et sur le mercredi également sur certaines activités qui se font à l'extérieur de la maison Étincelle. On a la vocation de mettre en place un programme personnalisé d'accompagnement suite au premier temps d'échange, d'accueil qu'on fait pour pouvoir identifier vos besoins, vos envies, et ensuite positionner des rendez-vous dans le panel du programme Oncovie qu'on a la chance d'avoir dans l'association. Ce programme Oncovie, il est mis en œuvre par justement une équipe de professionnels qui œuvrent au quotidien avec beaucoup de bienveillance, et des équipes aussi qui sont constituées de bénévoles. Donc l'implication, vous imaginez bien qu'elle est très grande au niveau de l'accompagnement qu'on propose. On a les soins qui sont gratuits, justement par rapport à cette équipe-là de professionnels qui interviennent bénévolement. On propose simplement une adhésion qui est à 50 € auprès de l'association. Voilà le programme Oncovie, comment il se décline, et on va aller justement illustrer plus spécifiquement chacun de ces programmes. Commençons par, justement, tu as dit, Canto, les aidants. Quand on est une personne qui soutient, c'est aussi important d'être soutenu, et on a une place à part entière, et il faut s'en saisir, parce que ça permet d'être dans un accompagnement, dans un temps aussi qu'on partage entre aidants, pour, via un groupe de parole, décharger les émotions, partager des conseils, et ça permet de soutenir au plus proche les personnes. Donc les aidants, ils ont accès à des temps spécifiques entre aidants, et ensuite bien sûr à l'ensemble des soins de support qu'on propose au sein de l'asso. OncoJob, donc là pour illustrer, on est situé au niveau de la maison dans le séjour, avec un atelier en cours en partenariat avec Cap Emploi, parce que le côté maintien ou reprise d'une activité professionnelle, c'est un sujet également à part entière. Et donc, avec ce partenariat de Cap Emploi, on peut aborder toutes les questions de reconnaissance de qualité travailleur handicapé, les modalités qui vont être les plus intéressantes pour reprendre en fonction du profil de chacun et de chacune. Je dis chacun et chacune, bon, aujourd'hui forcément on parle autour du cancer du sein, mais on accompagne les hommes et les femmes et tout type de cancer. Alors là, je vais commencer avec les soins de support. J'en ai fait pas mal, presque tous les soins à Étincelle. Alors il y en a que j'ai essayé, il y en a que j'ai adopté, il y en a que j'ai moins aimé, et je vous dirai après ce que j'ai moins aimé. Voilà, effectivement, l'OncoJob, j'ai commencé récemment, parce que je me suis dit, ça y est, les traitements lourds, et puis moi j'ai envie de voir autre chose que tout ce qu'il y a autour de la maladie. J'ai envie d'aller à l'encontre des gens, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle, donc je suis suivie avec Arlette. C'est comme psychologue de travail, donc on a échangé. Il y avait une formation que j'avais envie de faire,
pour qu'elle me le dise, non, je te vois pas du tout faire ça, c'est pas trop dans tes trucs. Donc, moi, j'ai dit OK, parce qu'effectivement, quand on a cette maladie, on est en situation de handicap, il y a pas mal de choses qu'on peut plus faire. Et surtout qu'on a cette envie de se dire, ah, tiens, je veux faire ça, pourquoi je ne fais pas maintenant? Pourquoi je vais attendre? Ou pourquoi je vais rester à faire ce boulot alors que je suis pas épanouie? Donc moi, j'ai fait le bilan de compétences avec elle. Je suis encore en plein dedans. Donc moi, je conseille vraiment, si vous avez envie de faire un truc, allez-y. Et n'hésitez pas à faire les bilans de compétences pour voir si vous pouvez le faire ou est-ce qu'il y a une équivalence. Oncosport, le thème aussi beaucoup abordé aujourd'hui. Donc on va pas reprendre les bienfaits parce qu'on les a vus, revus et pour certaines ressentis par l'expérience que vous avez pu avoir. Donc les maîtres mots adaptés, personnalisés, progressifs, encadrés par des professionnels spécifiquement formés en activité physique adaptée. On a la chance d'avoir dans ce programme l'activité qui est proposée au sein de la maison de Toulouse, mais également dans des antennes sur l'ensemble de la région Occitanie, ainsi que dans la deuxième maison Étincelle qui est localisée à Castelnau-le-Lez. Donc, voilà, pour limiter le frein d'accès, encourager les personnes en fonction de leur lieu de résidence à pouvoir pratiquer une activité physique adaptée pour leur santé, ça fait partie des piliers de l'association. Et donc, on a une possibilité soit en présentiel dans ces lieux ressources, soit en visio également, puisqu'on fait des ateliers sur l'activité physique adaptée en distanciel. Je passe sur ces éléments-là puisqu'ils ont été largement abordés. Voilà le vif du sujet. Donc, du rugby en marchant, qui est proposé par notre super éducateur sportif, enseignant en activité physique adaptée, François, qui propose un travail... vous voyez, adapté en termes de matériel, puisqu'on a des ballons qui sont en mousse, en termes également d'environnement de pratique, puisqu'on est sur un dojo, et la spécificité aussi de travailler par exemple sur des exercices d'équilibre, travailler sur des repères dans l'espace, sur de la coordination, sur de la mobilité de l'épaule, parce qu'on va être amené à faire des passes aussi, et sur forcément le côté très convivial de l'esprit du sport collectif. La gymnastique d'entretien, gymnastique douce, où on va travailler sur la fonction musculaire, fonction articulaire, également des exercices d'équilibre spécifiquement sur cette illustration. Et bien sûr, la composante aussi de l'endurance qui est associée. On a une activité un peu plus originale, donc avec cette possibilité de faire des baptêmes de plongée subaquatique, nage avec palme. Donc Fabien l'encadre qui est également sophrologue, donc tout ce qui est la gestion également de l'émotion, de la respiration dans ce milieu de l'eau. La boxe, donc la boxe on l'a fait dans la salle dédiée qui est située à Grenade, donc ça fait partie de nos antennes qu'on a sur la région. Et vous pouvez voir qu'on a un équipement qui est vraiment au top. Et ça permet de pouvoir travailler aussi sur le côté de décharger les émotions, sur le côté de combattante, qui peut être encore plus présent dans ce type d'activité. On a également du yoga qui est proposé dans l'association et aussi une activité originale du tango thérapeutique. Alors, je vous laisse deviner, c'est quoi? Non, tai chi, oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer le tai chi, qui est pour moi très long. Ça fait bizarre d'aller en douceur et tout. Mais pendant la séance, je me suis sentie vraiment bien. Effectivement, je craquais à chaque mouvement. Je ne sais pas si vous aussi, vous craquez dès que vous bougez. Mais ça m'a fait tellement du bien que j'avais refait. En plus, le professeur, c'est vraiment... il est aussi doux que le sport qu'il pratique. Donc, oui. Donc ça, c'est un des sports qu'on aime bien, qui nous font du bien. Il y a beaucoup d'étirements. Et puis, les balades en forêt. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des câlins aux arbres? Ça,
c'est quelque chose que j'avais découvert ici, mais je peux vous dire que c'était une demi-journée où à la fin, on était genre relax, mais on avait envie de dormir, on était trop bien. Et surtout, on avait partagé des moments assez rigolos parce que en plein milieu de la forêt, on nous dit enlevez vos chaussures. Oh, alors là, moi, je déteste être pieds nus. J'étais là, ok, bon, on y va, on nous dit d'enlever. Et avec les filles, on rigolait beaucoup. Et on a découvert vraiment genre les cannes en herbe, ça, j'en ai jamais fait. Je savais même pas que ça existait. Donc, si vous voulez faire des activités assez sympas comme ça, n'hésitez pas à venir dans les associations. Ça j'adore. On adore tout ça. Alors, il y a la réflexologie. Moi, j'en fais aussi à la parenthèse. Moi, je connaissais pas du tout. Et j'avais essayé. Moi, je suis très chatouilleuse. Donc, je pensais que ça allait être comme une pédicure. Pas du tout. Alors là, non, tu souffres sur le moment, mais tu sens bien. Là, il appuie. En plus, il dit, ça va faire mal. Oui, ça fait mal. Mais après, je vous dis, pendant des semaines, on se sent hyper bien. Parce qu'en fait, on a l'air d'être bien comme ça. Mais à l'intérieur, ça travaille dur avec tous ces traitements. Et la réflexologie, moi, je recommande vivement que ce soit étincelle à la parenthèse. Enfin, c'est ce que je connaisse pour l'instant. Mais ça, c'est trop bien. Et les massages. Ça, bon, les massages, malades ou pas, on adore. Donc, moi, je peux que vous conseiller. Ça nous permet en fait de nous sentir mieux déjà. Et surtout, après, on dort bien aussi. Parce qu'avec les traitements, les effets secondaires, bon, on en a. De toutes sortes, on en a. Et les soins de support, bon, moi, je vous conseille. Et j'arrêterai pas de vous répéter. Parce que tellement j'ai eu des apports très positifs sur tout ça. Dans le programme bien-être, on retrouve également de la sophrologie qui se fait sur du collectif et également sur de l'individuel. Et également, on a des temps où on va discuter autour de thématiques bien spécifiques, toujours avec, on te revoit là, Canto d'ailleurs, sur des ateliers voilà, bien-être, prendre soin de soi. Je te repasse la parole parce que ça aussi, tu vas bien nous en dire des choses. Alors la sophrologie, moi, j'ai pas envie d'essayer. Parce que déjà, avec tous ces traitements, les émotions, ça vient très vite, même pour un rien, on peut pleurer. Donc moi, j'évite parce que pour l'instant, je me sens pas prête. Par contre, tout ce qui est bien-être, beauté et tout, j'adore. Vous voyez ma peau là. Moi, j'adore ça. Alors, ce qui est bien avec les soins esthétiques, on ne fait pas que nous soigner, nous pomponner, mais on nous donne aussi des conseils. Alors, on nous propose d'utiliser tel produit. Par exemple, à Étincelle, on a beaucoup de produits de chez Aven. Et l'esthéticienne, elle nous dit, tu utilises ces produits-là. Elle nous liste et elle nous montre comment utiliser. Et elle nous donne même des échantillons pour voir si ça nous convient ou pas. Et il y a aussi des ateliers bonne mine. Donc, on est entre copines, des fois on fait les ongles, on fait le visage, il y a des produits adaptés et c'est trop cool parce que même si on est malade, même si on n'a pas les cheveux, les sourcils, etc., on se sent toujours très belle après. On a la chance aussi d'avoir des partenaires, donc tu as parlé de la marque Aven, également la marque Même, et donc ils peuvent intervenir directement pour des ateliers spécifiques, présenter leurs produits et sous un temps de partage, de techniques et d'utilisation et d'application des produits. Également, on a de la socio-coiffure qui est proposée à travers notamment des ateliers pour savoir utiliser les produits type ruban, notamment. Turban. Merci. Là, on vous présente un temps de colorimétrie. J'ai vu dans l'espace aujourd'hui des ateliers possibles. Ça prend de plus en plus une vraie place pour pouvoir justement en fonction des traitements, il peut y avoir une modification dans le teint de peau avec la perte des cheveux aussi ou quand les cheveux repoussent. C'est des conseils qui vont être spécifiques pour voir quels sont les types
de tissus qui vont mettre en valeur, qui vont rehausser le teint. Il y a aussi un côté visagisme qui est associé dans ces approches-là. Donc c'est un petit collectif également. Ah. Merci. Alors, oui, ça, ce sont les moments où on apprend aussi à s'aimer. On apprend à s'aimer encore une fois, parce que le corps, il change tellement. Et par moments, on n'a plus envie de se regarder dans le miroir. Et devant l'objectif, c'est pas aussi évident. Mais ce qui est bien, Étincelle, on a 2 grosses journées dans l'année. La journée de la femme et l'Octobre Rose, où on a une journée, on se fait maquiller, on se fait coiffer, on s'habille, on a des séances photos. Et vraiment, ce sont des moments où on se dit ah oui, en fait, moi j'ai traversé tas de trucs, mais je peux ressembler à ça quand même après. C'est quoi déjà ça ? Ah, la sexothérapie. Alors c'est un moment assez rigolo parce qu'on a tous les sextoys, gadgets qu'on peut utiliser parce qu'on sait très bien que tout ce qui est sexualité, la sécheresse vaginale, on passe par là. Donc on a plus trop envie de faire l'amour ou autre. Donc la sexothérapie, elle nous propose d'avoir du matériel pour justement stimuler ça. On peut très bien le faire avec notre compagnon. Alors il y a pas mal de trucs. Il y a des produits, des lubrifiants. Il y a aussi le womanizer, le satisfier. Tout ça, ça fait partie. Je pense qu'on connaît toutes. Et elle nous donne aussi des astuces pour justement atténuer, vous voyez, les douleurs après le rapport, pour se sentir mieux. Elle nous donne des conseils comme la vitamine E à utiliser. Et c'est vrai que ça soulage beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas seul. Donc on est obligé aussi de voir. Et on peut faire ces activités-là avec notre conjoint. Il ne faut pas hésiter. Il faut qu'ils comprennent tout ce qu'on vit. Parce que des fois, ils disent « Non, en fait, tu n'as pas envie, tu as la flemme. » Mais non, c'est quelque chose de réel. Donc c'est bien aussi de se faire accompagner pour ces genres d'activités. C'est la psychologue ? Ah oui. Alors moi, l'accompagnement qui m'a le plus marqué et que j'ai fait le plus, c'est l'accompagnement psychologique. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais amenée à tout quitter il y a 2 ans. J'étais venue toute seule pour me soigner. Vraiment à l'aveugle, j'y vais parce que je veux vivre. Donc c'était le premier truc que j'avais fait, un accompagnement psychologique. Et ça m'a énormément aidée. Parce que il y a beaucoup de questions, comme tout le monde. Pourquoi moi ? L'incertitude, est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais survivre à tous ces traitements, à cette distance? Et j'ai eu beaucoup de séances de psychologie et aujourd'hui, je continue à avoir ces séances-là, mais en coaching. Ce sont des coachings de vie, c'est-à-dire il y a eu les séances de psychologie et le coaching, ça t'aide à aller justement accepter ce changement-là. Et jusqu'à maintenant, je le suis parce que ça m'aide au quotidien, parce qu'il y a des questions que je me dis comment je vais faire, que je n'arrive pas forcément à trouver réponse. Et jusque-là, ça m'a bien aidé à avancer et à me sentir bien aussi avec ma famille parce que j'ai retrouvé mes enfants il y a 2 mois. Ah, c'est un gros changement. Moi, je me suis dit 2 ans, j'étais tranquille. Là, d'un coup, il y a 3 enfants de bas âge. Le coaching m'a bien aidé. En plus, ce que j'aime bien avec les soins de support, c'est le moment où on se dit, c'est mon moment à moi. C'est à moi, je fais ce que je veux, je me fais pouponner. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à venir vers les associations. Dans le programme Oncopsy, donc vous avez bien compris, on a également psychologue et on a dans l'équipe hypnothérapeute également qui propose des séances en individuel pour pouvoir être dans la gestion de la douleur physique, douleur émotionnelle et également des traumas. Pour poursuivre aussi sur le volet Oncopsy, on a la chance d'avoir de la médiation équine qui est proposée à Fontenay notamment et apparemment ça a l'air de faire plutôt un joli effet. Oncocréa. Alors comme vous voyez, c'était au printemps. En fait, on a des soins de support ponctuels, selon les saisons.
Et on avait testé l'art floral. Vous voyez, on est plusieurs à le faire, parce que nous, les femmes, on adore les fleurs. Donc, on avait partagé ce moment avec, je ne sais plus avec qui, mais c'était un moment où on faisait notre bouquet comme on le voulait, à notre image. Vraiment, c'était, allez, chacun créer son bouquet. Et c'était super parce qu'on a vu des trucs assez spéciaux. Et c'était un moment aussi de détente où on se retrouvait, enfin, on le touchait aussi. On sait que les doigts, on a des fourmillements et tout. Donc, retoucher les fleurs, retrouver la douceur et la senteur des fleurs, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Là, j'ai pas fait du crochet. Ah bon, ben alors quelque chose qu'elle n'a pas fait. Donc, par rapport à ce que dit Canto, effectivement, les neuropathies périphériques, les sensations de perte de force ou perte de sensibilité dans les doigts peuvent être travaillées aussi via ce média de la création au crochet, donc type amigurumi, donc un petit atelier collectif également. Et là, je te repasse la parole parce qu'on te voit à nouveau sur des photos. Alors, ça, c'est le soin de support que j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Alors, la musicothérapie, trop de bruit pour moi. C'était pas le bon moment, je pense. Il y avait tous les instruments, on était à plusieurs, donc on devait tous jouer de l'instrument qu'on voulait. Ah, ça c'était... Non, ça, j'ai pas du tout aimé. Après, moi, je vous dis, essayez comme ça, vous verrez si ça vous convient ou pas. Et par contre, le chant, moi, je ne suis pas une grande chanteuse, mais moi, j'aime bien la musique, j'aime bien chanter. On avait chanté, écrit sur les murs, je vois. Oui, c'était un moment assez bien parce qu'on a toutes des voix différentes, un peu rock, un peu douce. C'était un moment de détente et ça c'était cool. C'était plus sympa que celui-là. Voilà. Les cours de cuisine. Oui, on a des cours de cuisine aussi à Étincelle. Moi, j'en ai fait. Bien sûr, on fait des cours de cuisine et on mange ce qu'on cuisine. Ça, c'est trop bien. Et puis, par moment, c'est Fatia. Elle nous fait des goûters marocains le mardi. Très sympa. Elle arrive et fait les goûters. Et elle nous donne aussi des cours de cuisine. Donc, c'est assez varié. Il n'y a pas que la cuisine française. Il y a aussi les autres cultures. Bah, c'est super parce qu'à Étincelle, on a toutes sortes de cultures. Donc, c'est bien qu'on puisse partager un peu tout ça. Et après, oui, c'est un moment de partage après. Le repas, c'est un moment de partage. Et des fois, il y en a trop, donc on peut ramener chez nous aussi. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Peut-être, comme on a pris un petit peu de retard, peut-être une ou deux questions à Ludivine ou à Canto, puis on enchaîne avec la parenthèse. On a un stand, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Canto est là. Il y a d'autres étincelles aussi qui partageront avec plaisir les témoignages, mais avec plaisir pour répondre à une question. Toulouse, la étincelle. On a 2 maisons de vie, donc une sur Toulouse et une sur Cassagne-le-Lez. Et après, on a les antennes Oncosport qui se déclinent dans l'ensemble de la région Occitanie. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, vous avez parlé d'une cotisation de 50 €. Et quand, si je peux vous appeler comme ça, vous rencontrez des psychologues régulièrement, est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires? Non. En fait, on paie juste les 50 € chaque année. Et tout est gratuit, sauf quand il y a des sorties. Par exemple, il y a des sorties au golf. Il y a du golf aussi. Et il y a une petite participation parce que c'est en dehors de la maison Étincelle. Mais quand je dis petite participation, c'est jamais plus de 20 €. Et c'est rare. C'est juste pour les sorties d'une journée. Mais non, pour la psychologue, non. Il n'y a pas d'autre participation. Merci. Et pour apporter aussi un élément supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne refusera jamais personne dans l'association Étincelle pour une question financière. On passe la parole à Claire Chauffour pour la parenthèse.
Et merci à Merci. professeur Dalin de nous orienter beaucoup de patientes et à l'ensemble de l'équipe de l'Oncopole. Et je crois que comme c'est diffusé en live, je pense que vous allez, Canto à faire a fait une bonne pub. Et je pense que vous allez avoir des adhésions. J'espère, en tout cas, pour les femmes. On pouvait vous garder, Canto, là, avec nous. Non, je plaisante. On ne veut pas vous fatiguer. Donc, je suis le docteur Claire Chauffour-Adair. Je viens accompagner avec une collègue qui va se présenter pour vous parler d'un dispositif de soins de support hospitalier que nous avons créé il y a maintenant presque 6 ans, 5 ans et demi, à l'hôpital Joseph du Coin. Donc, on ne va pas vous passer de diapositives, mais au fait... oui, alors, on ne va pas vous passer de diapositives, on va vous parler. Donc, vous êtes maintenant parfaitement convaincu de l'intérêt des soins de support dans l'accompagnement d'une maladie grave et en particulier d'un cancer du sein, tout au long du traitement, que ce soit au début, au moment du diagnostic, pendant les traitements ou dans l'après-traitement. Donc, nous sommes une hospitalisation de jour, c'est-à-dire que l'ALD suffit à pouvoir bénéficier des soins que nous proposons. Qui sont nombreux. Alors, je laisserai Yvelise peut-être à la fois se présenter et vous présenter les différents soins que nous proposons. Mais la spécificité de nos activités de soins de support, c'est qu'elles se déclinent sur un temps, c'est-à-dire que le patient ne revient pas pour bénéficier d'un soin, puis d'un autre soin, puis d'un autre soin. Quand il vient passer la demi-journée avec nous, il va bénéficier de l'ensemble des soins que nous proposons pendant la demi-journée où il est là, et on aura des flyers à votre disposition pour détailler précisément les soins de support proposés pendant ces demi-journées. C'est à l'hôpital, mais c'est hospitalier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est accueillant, ça n'a rien à voir avec un environnement hospitalier dur, je dirais. Et notre objectif, c'est vraiment d'offrir à toutes les personnes, femmes et hommes également, des conseils, enfin des soins et des conseils pour le plus possible pouvoir continuer à faire les traitements qui sont les traitements conventionnels, les aider dans les effets secondaires qui sont liés à ces traitements, les aider à maintenir le plus possible les piliers de la santé qui sont vraiment l'alimentation, le sommeil et justement l'activité physique et la socialisation. Et je pense que Canto, justement, qui bénéficie des soins également à la parenthèse, pourrait, si elle le souhaite, témoigner rapidement de ce qu'elle pense de cette organisation de soins. Donc je vais laisser Yvelise vous présenter la totalité des soins que nous offrons. Et je voudrais dire surtout que les soins de support actuellement sont peut-être insuffisants par rapport à la demande et que... peut-être pas plus de 10% des patients bénéficient des soins de support. Or, toutes les communications que vous avez entendues précédemment vous ont probablement bien convaincu qu'ils étaient extrêmement importants, pas du tout complémentaires, mais extrêmement importants au moment de la maladie, mais également dans la prévention des complications des traitements, mais également de la prévention de la survenue d'autres pathologies. Donc, pour nous, ils ne sont pas complémentaires, ils sont essentiels. Bonjour. Oui, on entend, c'est bon. Alors, donc moi je suis Yvelise, je suis la coordinatrice de la parenthèse, je travaille avec le docteur Chauffour. Donc moi en fait je vais vous accueillir au téléphone dans un premier temps pour un entretien d'inclusion, comprendre quel est votre parcours, quel est votre besoin et vous présenter le dispositif. Donc comme le disait Claire, on travaille en demi-journée avec une composition d'équipe où il y aura toujours donc une consultation médicale avec le docteur Chauffour-Adair et 4 ateliers. Donc ça peut être de l'ostéopathie, de la nutrition, de la psycho. On a un psycho qui est formé à l'EMDR, qui fait aussi de la méditation. Ça peut être du shiatsu, ça peut être de la réflexologie plantaire, ça peut être de la socio-esthétique, ça peut être du conseil en images. J'oublie qui ? De l'ostéopathie. Voilà, donc vous aurez la consultation. Comment ? Oui. Et voilà, donc vous aurez la consultation médicale et 4 ateliers. Voilà, ça c'est les jeudis, les mardis, les lundis, c'est soit de 9h30 à 13h, soit de 14h à 17h30.
Voilà, donc après, moi, j'essaye de vous trouver des rendez-vous, donc à peu près la fréquence des rendez-vous, c'est à peu près tous les mois, et de trouver la meilleure composition d'équipe qui répond à votre besoin. Voilà, suivant vos difficultés. Donc, je ne sais pas après si vous avez des questions. Peut-être justement, on vous laisse poser quelques questions pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Moi, j'ajouterais juste que je suis médecin formé en douleur. Je m'occupe aussi d'une consultation douleur chronique. Et que donc, un des points qui peut être abordé pendant la consultation médicale peut être celui justement de la prise en charge de la douleur, par exemple. Qu'une fois que vous êtes venu à la parenthèse, moi je vais faire donc un courrier de sortie, puisque c'est une hospitalisation de jour, que je vais adresser à votre médecin spécialiste, à votre médecin traitant et à vous. Il y aura le compte-rendu du docteur Chauffour, le compte-rendu de la kiné si vous l'avez vu. Alors notre kiné fait aussi de l'hypnose et de la relaxation, et elle est formée au yoga. Et il y aura l'énumération en fait des ateliers auxquels vous avez participé. Voilà, à chaque fois que vous venez, il y aura ce compte-rendu de sortie. Oui, j'avais juste une question. Ça peut être avant, traitement, pendant et après, ou c'est... Dès l'annonce. Dès l'annonce. Dès l'annonce, d'accord. Dès l'annonce et pendant tout le temps de l'ALD. Très bien. Il y a pas. Alors, nous sommes une hospitalisation de jour, c'est-à-dire que nous sommes un service de soins, c'est-à-dire carte membre. Pardon. Je voulais dire la carte membre du club d'ici. Ah, alors oui, oui. Absolument. C'est-à-dire que pour les personnes qui, à un moment donné, vont peut-être avoir perdu leur ALD cancer, elles auront peut-être l'ALD post-cancer qui est encore, comme vous le dites, la bonne carte pour rentrer dans l'hospitalisation. On a fait le choix également de ne pas... On est peut-être un peu limité maintenant dans les possibilités d'accueil. En termes de fréquence, Yvelise a dit maintenant c'est à peu près une fois par mois. Mais par contre, ce n'est absolument pas limité. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive avec beaucoup de problématiques, Yvelise va faire le maximum pour peut-être qu'on la voit 15 jours après, ou vraiment pour l'aider dans le parcours, être à côté des oncologues pour continuer à avancer, mais en étant, oui, très proche, parce que cette question du lien, vous savez, on parle beaucoup aussi de choses qui se font à distance, etc. Et nous, on est vraiment dans le lien. C'est-à-dire que la maladie, c'est dur, les traitements, c'est dur, ça isole. Quand on l'a évoqué aussi, ça isole au sein de sa propre famille. Donc, nous, on est vraiment là pour vraiment faire, ouais, vraiment faire du lien. Avec vous, avec les thérapeutes aussi. Et faire du lien aussi sur tout ce qui existe. C'est-à-dire que là, moi, j'ai entendu plein de choses auxquelles je parle aux patients qui viennent nous voir je parle d'étincelles, je parle de la camille, je parle des rubis, je parle de tout ça, pour justement que tout ça se mette en lien parce qu'on le sait, ensemble, on est plus fort et que nous, tout seul dans notre corps, on ne va pas pouvoir répondre aux besoins de tout le monde, ça c'est évident. Et que vous, en fait, voilà, quand toi, on est l'exemple, voilà, elle vient à la parenthèse, elle vient à étincelle, elle va faire autre chose. Et ça, c'est ce qui permet de créer un maillage de soutien. Parce que les soins de support, pour moi, ce sont des étés sur ce parcours compliqué pour permettre d'aller vraiment jusqu'au bout dans les meilleures conditions, avec autant qu'on peut et le moins d'effets secondaires possibles. Oui. Bonjour, donc moi j'ai une question pratico-pratique parce que voilà, moi j'habite dans l'Aveyron, donc c'est quand même assez loin de Toulouse. Et en fait, on vient ici souvent en consultation pour notre traitement en VSL. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a, puisque vous disiez que vous étiez hospitalier, en fait, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir justement un bon de transport, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un bon de transport pour venir profiter des soins de support que nous n'avons pas forcément dans nos campagnes? Et est-ce que ça serait possible aussi d'aller chez Étincelle qui, moi, m'a mis des étincelles dans les yeux, en fait? Ça me fait rêver, Canto me fait rêver. Moi, j'ai envie de descendre l'escalier en robe de soirée. Merci, Canto. Alors vous avez, alors Étincelle, c'est une association, il n'y a pas de prescription de transport possible pour rejoindre les soins d'Étincelle, mais peut-être que vous...
Ouais, voilà. Bon, et ceci dit, peut-être qu'après il y aura un développement d'étincelles dans l'Aveyron, voilà, et peut-être un développement d'hospitalisation de jour. Sur la prescription du transport, donc c'est une prescription médicale en effet. La prescription du transport peut être justifiée par le fait qu'il n'y a pas l'équivalent de ces soins dans votre département. Et c'est bien sûr un travail auquel s'attellent actuellement plusieurs personnes en France, car le dispositif que nous offrons sur le plan hospitalier est rare, puisque dans le Sud, nous ne sommes que 2 structures à proposer ce type de soins. Et donc actuellement, il y a des médecins qui travaillent auprès des tutelles pour essayer de vraiment multiplier ce type de structure. Mais l'Aveyron, comme le Gers, ce sont des départements en Occitanie qui manquent encore peut-être un peu d'offres dans ce domaine. S'il n'y a pas de questions, on va terminer cette session. C'est la petite pause gourmande et puis vous revenez précisément à, que je ne dise pas de bêtises sur l'horaire, à 15h45. Et j'ai oublié quand recherche clinique, on compte sur vous, hein, parce qu'il y a le directeur qui va plancher. J'ai oublié de remercier. Pas forcément tenue de soirée. J'ai oublié de remercier le professeur Dalinck pour son invitation, mais merci beaucoup Florence et le comité d'organisation. Hein? Ah oui. Je voulais juste pour rebondir, pardon, excusez-moi, j'empiète une seconde. Il y a une question qui a été posée sur l'aromathérapie. Je tiens à porter à votre connaissance que nous venons de créer la première association française d'aromathérapie clinique. Elle vient de naître là très récemment, fin 2023, et que nous allons plancher sur ces questions qui sont effectivement les questions notamment des effets hormonaux des huiles essentielles. C'est un sujet très très important et il va y avoir beaucoup de travail fait là-dessus.